Les pyramides n'ont jamais été des tombes. C'est le mensonge qu'on t'a raconté toute ta vie. De l'Égypte à l'Amérique centrale, des sables du Soudan aux montagnes de Chine, les pyramides s'élèvent comme les échos d'une vérité oubliée. Des structures dispersées sur les continents, construites par des civilisations sans contact connu, mais qui s'inspirent toutes du même langage géométrique. Pourquoi cette forme? Pourquoi cette forme, cette silhouette, encore et encore? Les historiens les ont considérés comme des bornes funéraires primitives, des monuments à l'ego et à l'empire. Mais les anciens ne se contentèrent pas d'empiler des pierres pour honorer les morts. Ils codaient quelque chose de plus profond, quelque chose de cosmique. Car, sous la poussière de l'histoire acceptée, se cache un secret chuchoté par les sages et les initiés à travers le temps. La pyramide n'est pas un tombeau, c'est un outil. Pas pour les morts, mais pour les vivants. Pour ceux qui cherchent quelque chose de plus. Un chemin vers les étoiles, une carte de l'âme, une machine pour l'ascension spirituelle. La grande pyramide de Gizeh n'est pas impressionnante par sa taille. Elle l'est parce qu'elle n'a pas de sens, pas de la manière dont on nous a appris à donner un sens au passé. Elle s'élève à plus de 450 pieds de haut, construite à partir de plus de 2 millions de blocs de calcaire, chacun pesant entre 2 et 80 tonnes. Il est presque parfaitement aligné sur le nord, avec une précision que les constructeurs modernes auraient du mal à égaler sans la technologie des satellites. Et pourtant, on nous dit qu'il a été construit à l'aide d'outils en cuivre, d'un travail d'esclaves et d'une détermination sans faille. Cette version de l'histoire peut satisfaire un manuel, mais elle ne satisfait pas l'âme. Car plus on regarde ce monument en profondeur, plus on comprend qu'il n'a pas été construit pour abriter le cadavre d'un pharaon. Il a été construit pour éveiller quelque chose chez les vivants. L'Égypte ancienne n'était pas seulement une terre de dieux et d'or. C'était une civilisation d'initiation. La pyramide n'était pas un tombeau. C'était une machine spirituelle. Chaque angle, chaque mesure, chaque chambre était intentionnelle, alignée non seulement sur la terre, mais aussi sur le cosmos. La base de la pyramide est un carré parfait. Ses côtés s'élèvent à 50 et 1,84 degrés précisément. Une pente qui codifie le nombre d'or. Le rapport entre la hauteur et la base révèle pi. Ces 4 faces sont alignées presque exactement sur les directions cardinales, avec une précision d'un 50e de degré. Ce niveau de connaissance mathématique suggère quelque chose qui va bien au-delà du récit primitif. Il suggère la maîtrise de la géométrie sacrée, une géométrie non pas décorative, mais de résonance, pour la fréquence, pour la conscience. Les initiés des écoles de mystère ne venaient pas à la pyramide pour mourir, ils venaient pour s'éveiller. La chambre dite du roi, enfouie dans les profondeurs de la structure, ne contient ni hiéroglyphes, ni trésors, ni momies, juste une boîte de granit parfaitement ouvragée, précisément trop grande pour avoir été apportée après la construction de la chambre. À l'intérieur de cette chambre, dans l'obscurité totale, l'initié s'allongeait dans le sarcophage, non pas pour être enterré, mais pour renaître. C'était une chambre de résonance, de son et de silence. Un espace conçu pour amplifier non seulement les vibrations, mais aussi la conscience elle-même. Les anciens parlaient en symboles, pas en sons. Et ce qu'ils ont laissé derrière eux n'était pas de la superstition, mais de la science. Pas celle que l'on trouve dans les laboratoires stériles, mais la science de l'âme. La pyramide n'était pas seulement un monument, c'était une interface, un accordeur de fréquences, un portail cosmique. Et ceux qui y pénétraient n'accomplissaient pas des rituels pour des dieux dans le ciel. Ils activaient quelque chose en eux-mêmes. Ils alignaient leur propre énergie sur le grand modèle de l'univers. Et c'est là que les choses commencent à s'éloigner de ce qui est publiquement acceptable. Car lorsque vous comprenez la pyramide comme un outil de transformation, vous commencez à comprendre pourquoi certaines connaissances ont été enterrées, déformées ou considérées comme des mythes. Certaines vérités sont trop dérangeantes. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons dû garder certaines connaissances en dehors de YouTube. Pour approfondir vos connaissances, inscrivez-vous à notre lettre d'information gratuite Insights Academy
en cliquant sur le lien dans la description. Et pour une durée limitée, vous recevrez une copie numérique du Kybalion afin d'explorer les fondements hermétiques de la science spirituelle. Les anciens Égyptiens ne se contentaient pas d'étudier les étoiles, ils s'alignaient sur elles. Les puits à l'intérieur de la Grande Pyramide pointent vers la ceinture d'Orion et Sirius, tous deux profondément liés au concept égyptien de renaissance et d'ascension. Orion représentait Osiris, le dieu de la résurrection, et Sirius, la porte de l'au-delà. Il ne s'agissait pas de corrélation symbolique, mais d'alignement gravé dans la pierre. Si cela ressemble à un accident, c'est que vous n'avez pas du tout compris les anciens. Rien n'était accidentel. Chaque bloc, chaque angle, chaque chambre était codé avec une intention. La pyramide n'est pas seulement alignée sur les étoiles, elle les reflète, comme en haut, comme en bas. C'est la loi hermétique cachée à la vue de tous, intégrée dans l'ossature même de la structure. Elle reflète la croyance selon laquelle l'être humain est un microcosme de l'univers. Entrer dans la pyramide, c'est entrer dans la matrice cosmique. C'est subir la mort de l'ego et l'activation du divin en soi. La Grande Pyramide se moque de ce que les historiens modernes pensent d'elle. Elle n'a jamais été conçue pour être comprise uniquement par l'esprit rationnel. Elle a été construite pour être vécue, spirituellement, énergétiquement et cosmiquement. Et pour ceux qui ont les yeux pour voir et l'âme pour se souvenir, elle parle encore. Il y a une raison pour laquelle les gens ressentent quelque chose lorsqu'ils se trouvent à proximité d'une pyramide. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas une projection romantique d'une gloire ancienne. Il s'agit d'une énergie subtile mais indéniable. Et une fois que vous l'avez ressentie, vous savez qu'elle est réelle. Les pyramides ne sont pas seulement belles, elles sont puissantes. Et ce pouvoir ne vient pas de la superstition, mais de la géométrie, de la fréquence et de l'alignement avec les lois naturelles que la science moderne commence seulement à redécouvrir. Dans d'innombrables traditions et cultures, la pyramide est décrite non pas comme un monument, mais comme une technologie vivante. Les anciens yogis parlaient de prana, les maîtres chinois de chi, Wilhelm Reich d'orgone. Il ne s'agissait pas d'énergies différentes, il s'agissait de noms différents pour désigner la même force vitale, le même courant invisible qui anime tous les êtres vivants. Et la pyramide, de par sa conception, a été construite pour l'exploiter. Sa forme n'est pas seulement symbolique, elle est fonctionnelle. La large base recueille l'énergie de la Terre. Le sommet la concentre et la dirige vers le haut, vers le cosmos. Il devient un conduit, un entonnoir, un pont. Même en dehors des légendes anciennes, d'innombrables expériences, bien que rarement acceptées par la science dominante, ont montré les effets étranges des structures pyramidales. Les aliments placés sous de petits modèles de pyramides restent frais plus longtemps. Les lames s'aiguisent d'elles-mêmes. L'eau change de structure. La méditation s'approfondit. Les gens font état de sentiments de paix, de clarté, d'état de conscience modifié. Quelque chose se passe à l'intérieur de la géométrie. Ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est une résonance. Dans les années 1990, le scientifique russe Alexander Golod a construit des pyramides massives en fibre de verre dans toute la Russie et a étudié leurs effets. Les résultats sont surprenants. La germination des graines s'est améliorée. Les réactions immunitaires se sont renforcées. Les niveaux de radioactivité ont baissé. Certains ont même affirmé que l'atmosphère environnante s'était modifiée. Moins de turbulences, plus d'équilibre. Bien entendu, les institutions ont rejeté ces résultats. Non pas parce qu'elles manquaient de données, mais parce qu'elles n'avaient pas l'autorisation de le faire. Les connaissances qui remettent en cause le consensus se retrouvent souvent discrètement mises de côté ou ridiculisées. Mais les preuves ont toujours été là, pour ceux qui sont prêts à regarder au-delà de ce qui est acceptable. Si vous avez déjà médité à l'intérieur d'une structure pyramidale, ou même sous un modèle de pyramide, vous l'avez peut-être ressenti. Les pensées ralentissent. Le corps devient plus léger. Un bourdonnement subtil commence à s'élever dans votre conscience, comme si vous étiez accordé. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la cohérence.
La forme pyramidale crée un champ énergétique, une onde stationnaire qui aligne votre rythme intérieur sur le pouls de la Terre et du cosmos. C'est la géométrie sacrée en action, une résonance qui transcende le visible. Qu'est-ce que cela signifie pour la conscience? Tout à fait, car la conscience n'est pas seulement un sous-produit du cerveau, c'est une fréquence, un champ qui peut être amplifié, accordé et élargi. C'est pourquoi tant d'initiés à travers l'histoire sont entrés dans les pyramides, non pas en tant que touristes, mais en tant que chercheurs. La pyramide était une chambre d'activation. Tout le monde n'était pas autorisé à y entrer. Seuls ceux qui s'étaient préparés, spirituellement, mentalement, énergétiquement, étaient guidés à l'intérieur. Et une fois à l'intérieur, ils n'en ressortaient pas les mêmes. Comprendre cela, c'est voir la pyramide non pas comme un objet, mais comme une interface. C'est l'endroit où l'humain rencontre le cosmique, là où la pensée touche la lumière, là où les frontières du moi se dissolvent et où ce qui reste est une connaissance tranquille et expansive. Certains l'appellent Dieu, d'autres la source, le tout, l'un. Mais le nom n'a pas d'importance. C'est l'expérience qui compte. Lorsque Thoth parlait de fréquence et de vibration, il ne faisait pas de la poésie. Il offrait une clé. Celui qui comprend les principes de la vibration a saisi le sceptre du pouvoir, disait-il. Non pas un sceptre métaphorique, mais le pouvoir réel d'aligner sa conscience sur les lois de l'univers. Et la pyramide, par sa forme et son orientation, était le trône d'où l'on pouvait accéder à ce pouvoir. Que se passe-t-il lorsqu'une personne s'allonge dans une pyramide, que sa respiration ralentit, que ses pensées s'adoucissent et que sa conscience s'élève? Ce que les anciens initiés savaient, ce que les chercheurs modernes redécouvrent, c'est que la conscience peut voyager, elle peut s'étendre, elle peut quitter le corps, accéder à des royaumes supérieurs et en revenir avec des connaissances. Pas de fantaisie, pas une hallucination, mais un art délibéré, pratiqué et sacré de la navigation intérieure. La pyramide devient alors le navire et l'âme, le voyageur. Nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce que les anciens comprenaient parfaitement. Et tandis que la science moderne continue de se moquer de ce qu'elle ne comprend pas, de plus en plus de gens se réveillent, non pas à travers des données, mais par une expérience directe. Il n'est pas nécessaire d'être en Égypte pour le ressentir. Il suffit d'être conscient, d'avoir l'intention et la volonté de remettre en question tout ce que l'on vous a appris sur la réalité. Si les pyramides n'étaient que des expressions locales du pouvoir, pourquoi apparaissent-elles partout? Pourquoi la même forme, la même structure en escalier ou en pointe, émerge-t-elle des jungles, des déserts, des montagnes et des îles, partout dans le monde? Des temples colossaux de Téotihuacan aux monticules mégalithiques de Chine, des pyramides submergées près de Yonaguni au Japon, aux ruines couvertes de forêts de Koker au Cambodge, cette forme se répète avec une précision et un objectif trop constant pour être ignoré. Il ne s'agit pas de coïncidences culturelles, il s'agit de plans spirituels, les signes d'une intelligence globale perdue dans le temps, mais pas dans la mémoire. Les historiens diront qu'il s'agit d'une évolution convergente, que les civilisations sont arrivées au même modèle par la force des choses. Mais combien de coïncidences faut-il pour qu'un modèle devienne indéniable? La pyramide n'était pas seulement une forme pratique, c'était un langage, une géométrie sacrée partagée, transmise non pas par les routes commerciales, mais par la mémoire, quelque chose de plus profond, quelque chose d'ancré dans l'inconscient collectif de l'humanité, ou peut-être ensemencé par une civilisation oubliée depuis longtemps. Comparez le plan de Téotihuacan au Mexique à celui du plateau de Gizeh en Égypte. Les similitudes dans les proportions, les orientations et les alignements sont plus que curieuses. Elles suggèrent un code commun. Les 3 pyramides de Gizeh sont disposées de manière à refléter les étoiles de la ceinture d'Orion. Le même schéma apparaît dans la disposition des pyramides de Téotihuacan. Pourquoi? Pourquoi 2 civilisations totalement distinctes ont-elles gravé dans la pierre le même groupe d'étoiles? Et pourquoi ces 2 cultures
croyait-elle que ces étoiles étaient la source de la connaissance divine, du voyage de l'âme, de l'origine cosmique. Il y a aussi la pyramide bosniaque du Soleil, rejetée par l'archéologie traditionnelle, mais étudiée par des chercheurs indépendants qui ont trouvé une précision géométrique, des tunnels alignés et même des chambres de résonance sous la Terre. Des schémas énergétiques similaires ont été observés dans les structures pyramidales de Gunung Padang, en Indonésie, et dans les pyramides chinoises enterrées près de Xi'an. Il ne s'agit pas d'anomalies dispersées. Elles font partie d'un réseau, un écho d'une grille. Certains pensent que ces pyramides sont situées sur des lignes de lait, des canaux énergétiques naturels qui sillonnent la Terre et relient des sites sacrés comme des points d'acupuncture sur un corps planétaire. Si la Terre a de l'énergie, alors les anciens étaient ses ingénieurs. Et la pyramide, avec sa forme parfaite, était le diapason qu'ils utilisaient pour s'harmoniser avec elle. Il ne s'agissait pas de monuments isolés, mais de nœuds. Ils faisaient partie d'une vaste matrice mondiale, conçue pour soutenir l'alignement spirituel, transmettre le savoir et élever la conscience. Qu'ils aient été construits par des cultures distinctes ou guidés par les vestiges d'une civilisation plus ancienne, ils parlaient le même langage silencieux, fréquence, géométrie, lumière. De nombreuses traditions ésotériques suggèrent que ce réseau est ce qui reste d'une civilisation antérieure au déluge et à l'histoire enregistrée, souvent appelée Atlantide ou Lémurie, bien que les noms importent moins que le principe. Il s'agit d'une culture spirituelle avancée qui s'étendait autrefois sur toute la planète et qui, lorsqu'elle s'est effondrée, a laissé des fragments de sa sagesse encodés dans la pierre. Les survivants n'ont pas construit des monuments pour se souvenir, mais pour préserver. Les pyramides n'étaient pas seulement historiques, elles étaient aussi technologiques. Non pas des machines au sens moderne du terme, mais une architecture basée sur l'harmonique, conçue pour durer au-delà du temps et raconter une histoire à ceux qui pouvaient encore l'entendre. Pensez-y comme à un système d'urgence spirituelle. Lorsque la conscience s'est effondrée, que la mémoire s'est estompée, que le savoir a été fracturé et réécrit par l'Empire et le dogme, les pyramides sont restées, silencieuses, immobiles, indéniables, pas seulement pour impressionner l'œil, mais pour remuer l'âme, pour murmurer « Vous êtes plus que ce moment. Vous faites partie de quelque chose de plus ancien, de plus sage, de plus cosmique. » L'objectif de la pyramide n'a jamais été local. Il était planétaire. Les cartes modernes ne peuvent pas l'expliquer, mais les connaissances anciennes le peuvent. Dans les enseignements de Thoth, dans la cosmologie védique, dans les traditions orales des Hopis et des Dogons, on trouve des histoires d'êtres du ciel, de connaissances des étoiles, d'architecture sacrée. Des mythes, certes, mais des mythes qui s'alignent sur la science cachée dans la pierre. Lorsque des récits provenant des 4 coins du monde correspondent aux mathématiques et à l'orientation de structures construites il y a des milliers d'années, il ne s'agit plus de coïncidence, mais de code. Et c'est peut-être là la clé. Les pyramides ne sont pas seulement des symboles de quelque chose de perdu. Elles rappellent ce qui vit encore en nous, un souvenir d'unité. La certitude qu'autrefois, l'humanité ne se voyait pas divisée par des nations ou des cultures, mais comme une seule espèce, marchant ensemble au rythme du cosmos, construisant non pas pour dominer, mais pour se souvenir. Bien avant que l'Égypte ne surgisse des sables, bien avant que les premières pierres de Gizeh ne soient posées, il y a des murmures, des échos dans les mythologies de presque toutes les cultures anciennes, d'une civilisation qui est venue avant, l'Atlantide. Un nom que les universitaires considèrent comme une fantaisie, mais que les philosophes, les mystiques et les initiés conservent comme un souvenir. Platon n'en parlait pas comme d'une légende, mais comme d'une histoire transmise par la lignée sacerdotale, une civilisation puissante à la pointe de la science et de l'esprit qui s'est effondrée à cause de son orgueil. Mais tout n'a pas été perdu. Certains ont survécu. Et selon la tradition ésotérique, ils ne se sont pas contentés d'errer dans l'obscurité. Ils avaient un but à atteindre, ensemencer la terre avec la connaissance de ce qui a été, dans l'espoir qu'elle puisse un jour se relever. Cette connaissance, dit-on,
était encodé dans la pierre, dans la forme, dans les pyramides. Comprendre la Grande Pyramide, ou n'importe quelle pyramide, comme une technologie spirituelle, c'est accepter la possibilité que ces constructeurs n'étaient pas simplement des Égyptiens du début de la dynastie, qu'ils étaient les héritiers d'une légende, plus ancienne que l'histoire enregistrée, chuchotée par les survivants d'un cataclysme qui a effacé la mémoire du monde. La légende raconte que les survivants de l'Atlantide n'ont pas cherché à reconstruire ce qui avait été perdu, mais à préserver ce qui comptait le plus, la science de l'âme. Ils ne l'ont pas conservé dans des livres qui pouvaient brûler ou dans des discours qui pouvaient être déformés. Ils l'ont gravé dans le matériau le plus durable qu'ils pouvaient trouver, la géométrie. La pyramide était leur langage, non pas des mots, mais des principes. Le triangle, 3 côtés, 3 points, symbolisait l'équilibre, le corps, l'âme et l'esprit. La base et le sommet reflétèrent la descente et le retour de la conscience. La base carrée ancrait l'énergie dans le plan physique, tandis que les lignes ascendantes représentaient l'ascension vers la compréhension divine. Il ne s'agissait pas de métaphores, c'était de la mécanique. La forme elle-même renfermait le secret. Une chambre de résonance, un conducteur cosmique, un stabilisateur d'énergie et d'intention. Nombreux sont ceux qui pensent que la Grande Pyramide n'a jamais été construite avec les outils et les méthodes que l'histoire suggère. Les joints entre les pierres sont si précis que même une lame de rasoir ne peut s'y glisser. Les fondations ont été posées en tenant compte de la courbure de la Terre. Les puits internes sont alignés sur des étoiles spécifiques. Ce ne sont pas les caractéristiques d'un tombeau, ce sont des instructions, des algorithmes en architecture. Pour construire une telle pyramide, il faut plus que des muscles. Il faut de la mémoire, des mathématiques, du magnétisme, de la conscience et du cosmos. Et c'est là que Thoth entre à nouveau en scène. Connu dans d'autres traditions sous le nom d'Hermès Trismégiste, Enoch ou même Ningish-Zidda, Thoth aurait apporté ce savoir de l'Atlantide à l'Égypte, non pas sous forme de mythe, mais sous forme d'instructions codées. Les tablettes d'émeraude, attribuées à Thoth, ne parlent pas de rituels et de culte. Elles parlent d'énergie, de fréquence, de transmutation, du voyage de l'âme au-delà du corps. Elles parlent des salles d'Amanti, des étoiles en tant que porte d'entrée, de l'ascension par la vibration. Et la pyramide, selon ses enseignements, en était le véhicule. Les bâtisseurs n'étaient pas seulement des architectes, ils étaient aussi des initiés. Chaque pierre a été placée non seulement avec précision, mais aussi avec intention. Chaque angle était aligné non seulement sur les étoiles, mais aussi sur les harmoniques. La pyramide n'était pas destinée à être comprise. Elle devait être vécue, car ce qu'elle offre n'est pas intellectuel. C'est une transformation. On ne l'apprend pas, on s'en souvient. Lorsque vous vous en approchez, lorsque vous vous asseyez à l'intérieur, quelque chose s'active dans vos cellules. Un code, une connaissance, un murmure de quelque chose d'ancien qui vit encore dans vos os. La théorie Atlante n'est pas seulement une question d'origine, c'est une question de finalité. Si la pyramide a été transmise, conservée, protégée, c'est parce que ceux qui s'en souvenaient savaient que son heure reviendrait. Un temps où le monde oublierait ce que signifie être aligné. Lorsque la technologie prendrait le pas sur la sagesse, lorsque l'esprit serait échangé contre des systèmes. Et à cette époque, les pyramides resteraient en attente. Encre de vérité dans une mer de confusion. Rejeter l'Atlantide, c'est rejeter la moitié de la mémoire de la Terre. Mais l'aborder, même légèrement, c'est ouvrir une porte. Une porte qui révèle que la pyramide n'est pas un monument du passé, mais un message pour l'avenir. Non pas une énigme à résoudre par les archéologues, mais une fréquence à ressentir par ceux qui sont prêts à se rappeler qui ils sont vraiment. Et c'est peut-être pour cela qu'ils sont toujours là. Non pas comme des reliques, mais comme des rappels. En pénétrant dans la grande pyramide, tout change. L'air s'épaissit, le son se comporte différemment. Il n'y a pas de décoration,
pas de sculptures ornées, pas d'inscriptions grandioses célébrant les rois ou les conquêtes. Rien que de la pierre, de la précision, de l'intention. Et dans les profondeurs, 3 chambres. La chambre du roi, la chambre de la reine et la chambre souterraine qui se trouve en dessous. Les appeler chambres funéraires n'est pas seulement réducteur, c'est trompeur. Aucun corps n'a jamais été retrouvé à l'intérieur. Aucun vestige de funérailles royales. Ce qui a été trouvé, en revanche, c'est une résonance, l'immobilité, une énergie qui bourdonne sous le silence. Ce n'étaient pas des tombes, c'étaient des scènes, des stations, des chambres de transformation. La chambre du roi est un espace unique en son genre. Ses murs sont constitués de blocs massifs de granit rouge, un matériau connu pour conduire et amplifier l'énergie. La chambre elle-même est construite avec une précision incroyable, des dimensions parfaites, des joints sans soudure, une planéité de la pierre qui rivalise avec l'usinage moderne. Au cœur de cette pièce se trouve le sarcophage, une boîte de pierre vide, sans marque, sans ornement, et trop grande pour avoir été apportée après la construction. Il a été construit à l'intérieur, non pas pour abriter la mort, mais pour déclencher la renaissance. Cette chambre était une chambre de résonance. Des expériences modernes ont montré que certaines fréquences, en particulier autour de 111 Hz, émergent naturellement dans l'espace. Et 111 Hz n'est pas un chiffre arbitraire. Il a été associé à des états d'ondes cérébrales liés à la transe, à la méditation et à l'éveil de la conscience. Les moines chantent dans cette gamme. Les instruments anciens résonnent près de cette fréquence. La chambre du roi semble conçue pour créer un environnement où le corps s'immobilise et l'esprit s'ouvre. Un espace où la conscience peut sortir des limites de la forme et du temps. Les initiés entraient dans la pyramide non pas dans l'intention de mettre fin à la vie, mais de la transcender. L'acte de s'allonger dans le sarcophage était symbolique, une mort de l'ego, une mise au rebut du faux moi. Ils entraient dans l'obscurité, le silence et la solitude pour se regarder en face. Certains décrivent cela comme une forme d'alchimie vibratoire, utilisant les propriétés énergétiques du son et de la géométrie pour amener l'initié à des états modifiés. D'autres pensent qu'il s'agissait d'une sorte de portail, d'un lieu où des intelligences supérieures pouvaient être contactées, où des visions étaient reçues et d'anciennes vérités remémorées. La grande galerie menant à la chambre n'était pas un simple couloir, c'était un couloir de préparation. Son plafond incliné et son acoustique rigoureuse suggèrent qu'elle jouait également un rôle dans le contrôle des fréquences. Imaginez une procession d'initiés se déplaçant dans cet espace, chantant, portant des torches, chaque pas résonnant vers le haut, le son montant vers un crescendo qui rencontrerait l'initié alors qu'il est à l'affût. Il ne s'agissait pas d'une cérémonie, mais d'une technologie, la technologie de l'âme. La chambre de la reine, curieusement placée plus bas et excentrée, présente sa propre énigme. Certains pensent qu'elle servait de force d'équilibre, une chambre qui harmonisait les énergies masculines et féminines. D'autres disent qu'il s'agissait d'une chambre de respiration ou de guérison par le son. Sa géométrie est plus douce, moins grandiose, mais non moins précise. Ensemble, ces espaces créent une triade, descente, initiation et émergence. Une carte physique de l'évolution spirituelle. Et puis il y a la chambre souterraine, creusée profondément dans la roche, brute et inachevée. Elle est brute, primitive, presque troublante. On pense qu'elle représente le monde souterrain, l'inconscient, le début du voyage vers l'intérieur. L'initié y descendait d'abord pour affronter son ombre, ses peurs, ses limites. Ce n'est qu'ensuite qu'il pouvait s'élever. La pyramide n'était pas un lieu de culte, c'était un lieu de devenir. Et chaque chambre était une étape du voyage. Descente, immobilité, activation, ascension. La transformation n'était pas symbolique, elle était réelle. Les initiés passaient des jours dans ces espaces, à jeûner, à respirer, à méditer. Certains avaient des visions
D'autres vivaient des expériences hors du corps. Quelques-uns en ressortaient transformés, vibrant à une fréquence différente, leur conscience s'étendant au-delà de la norme humaine. C'était le cœur de l'initiation antique. Ne pas lire les textes sacrés, mais les devenir. Il ne s'agissait pas d'étudier les étoiles, mais de voyager à leur rencontre. La pyramide était le temple, la chambre et la porte. Son pouvoir ne résidait pas dans sa pierre, mais dans la façon dont elle interagissait avec l'esprit. Et ceux qui la comprenaient ne se contentaient pas d'entrer. Ils s'alignaient, ils se souviennent. Pour comprendre que les pyramides sont plus que de la pierre, il faut comprendre l'esprit qui les a conçues. Et aucune figure n'est plus centrale à ce mystère que Thoth. Connu en Égypte sous le nom de Djéouti, puis dans le monde gréco-romain sous le nom d'Hermès Trismégiste, Thoth était plus qu'un dieu de l'écriture ou de la sagesse. Il était le gardien du savoir sacré, l'architecte de l'ordre divin, scribe des dieux, maître du temps, gardien du chemin de l'âme à travers les dimensions. Il n'était pas vénéré comme une divinité au sens moderne du terme, mais comme une conscience, une force, une fréquence, manifestée sous une forme humaine. Selon d'anciens enseignements, Thoth n'a pas seulement apporté le langage et les mathématiques à l'Égypte. Il a apporté la structure de la réalité. Il a codé les principes de l'univers sous forme de symboles, de géométrie et d'histoire. Cela n'est nulle part plus évident que dans les tablettes d'émeraude, un ensemble d'écrits ésotériques qui lui sont attribués et qui contiendraient les secrets les plus profonds de l'espace, du temps, de l'énergie et de l'âme. Ces textes parlent de voyages multidimensionnels, de l'immortalité de la conscience, des plans cachés de l'existence. Mais ce ne sont pas des mythes, ce sont des cartes. Thoth a écrit qu'il a construit la grande pyramide non pas comme un tombeau, mais comme un portail, un générateur de fréquences conçu pour éveiller ceux qui sont prêts à emprunter le chemin de la lumière. Et sous la pyramide, sous les pattes du sphinx lui-même, il prétendit avoir caché la salle des archives, une chambre censée contenir l'histoire complète de l'humanité, non pas sous forme de parchemins écrits, mais sous forme d'empreintes vibratoires. Une bibliothèque de la conscience, accessible uniquement à ceux qui résonnent à la bonne fréquence. Certains pensent qu'elle est toujours là, intacte, enfouie dans le secret. D'autres disent qu'elle existe en dehors du temps linéaire et qu'elle n'est accessible que par un travail intérieur. Les tablettes d'émeraude vont plus loin que le simple symbolisme. Elles parlent des lois de l'un, de la maîtrise des vibrations, de l'équilibre entre le visible et l'invisible. Thoth décrit comment il a voyagé vers des systèmes stellaires lointains, comment il a enseigné aux fils des hommes les secrets pour devenir des dieux. Il explique comment la pensée crée la réalité, comment la fréquence gouverne la forme, et comment l'âme est un fragment immortel du tout. Ce ne sont pas des fables, ce sont des instructions, déguisées en métaphores, protégées par des mythes, qui attendent ceux qui ont des oreilles pour les entendre. Et pourquoi a-t-il été caché? Parce que la connaissance est un pouvoir, et le pouvoir sans préparation devient destruction. Les enseignements de Thoth n'ont jamais été destinés aux masses. Ils ont été gardés, transmis par l'initiation, cryptés par des symboles et des histoires. Car ce qu'elles offrent n'est pas une stimulation intellectuelle, mais une transformation. Lire les tablettes d'émeraude avec un cœur ouvert et un esprit préparé, c'est être transformé. Elles n'informent pas, elles activent. Pensez-y. Un réseau mondial de pyramides, une géométrie qui apparaît à travers les continents, un texte qui parle de résonance, d'énergie et de voyage encore léger, une chambre qui existerait sous l'un des monuments les plus emblématiques de la planète, et un être, peut-être humain, peut-être plus, qui prétend avoir vécu pendant des milliers d'années, guidant les civilisations à travers des cycles d'éveil. S'agit-il de coïncidences éparses ou des fragments d'une vérité longtemps enfouie? Aujourd'hui encore, des chercheurs du monde entier font état de visions, de rêves et de téléchargements après avoir étudié en profondeur les enseignements de Thoth. Certains décrivent l'avoir rencontré lors d'une méditation. D'autres parlent de l'accès à des espaces qui défient toute explication, intemporels,
expansifs, remplis de symboles qu'ils n'ont jamais vus et qu'ils comprennent pourtant d'une manière ou d'une autre. La pyramide, les tablettes, la salle des archives, ce ne sont pas seulement des reliques d'un passé ancien. Ce sont les clés d'un présent que la plupart des gens ont oublié et d'un avenir qui ne demande qu'à être rappelé. Thoth enseignait que le corps n'est qu'un vaisseau, que la mort n'est qu'une porte et que le temps est une illusion créée par la conscience. Il a enseigné que l'âme, lorsqu'elle est alignée sur la vérité, peut transcender toutes les limites et que la pyramide, lorsqu'elle est activée, devient une passerelle, non seulement vers les étoiles, mais aussi vers le moi le plus élevé. La question n'est pas de savoir si le Panthéon existe sous le Sphinx. La vraie question est de savoir s'il existe en vous, car l'initiation ultime ne se trouve peut-être pas dans la pierre, mais dans l'immobilité, pas dans les chambres, mais dans la conscience. Et peut-être que Thoth, le scribe éternel, attend toujours, non pas d'être adoré, mais d'être entendu. L'histoire officielle des pyramides est bien ordonnée, commode et profondément incomplète. Les manuels vous diront qu'elles ont été construites comme des tombes par des sociétés primitives, utilisant des outils rudimentaires et des esclaves. Ils vous donneront des chronologies qui changent à chaque nouvelle découverte, mais qui, d'une manière ou d'une autre, renforcent toujours la même histoire. Les anciens étaient intelligents, mais pas trop. Assez sophistiqués pour empiler des millions de pierres avec une précision absurde, mais pas assez avancée pour laisser un seul corps momifié dans les soi-disant tombes. On nous dit d'accepter les contradictions, d'ignorer les anomalies et de rejeter tout ce qui ne correspond pas au modèle. Et si vous le remettez en question, on vous qualifie de théoricien du complot, un rêveur, un spiritualiste qui poursuit des ombres. Mais la vérité ne craint pas d'être remise en question. Seuls les mensonges le font. Ce qui est rarement reconnu, c'est qu'une grande partie de l'histoire ancienne est basée sur des hypothèses et non sur des preuves. Nous ne savons pas comment les pyramides ont été construites, pas vraiment. Nous ne savons pas non plus pourquoi. Et pourtant, l'histoire nous est vendue avec une certitude absolue. Pourquoi? Parce qu'admettre que nous ne savons pas inviterait à poser les mauvaises questions. Cela ouvrirait la porte à des possibilités qui menaceraient toute la structure de l'autorité historique et scientifique. Si les pyramides n'étaient pas des tombes, qu'étaient-elles? Si les peuples anciens n'étaient pas primitifs, alors qui étaient-ils? Si des civilisations que nous avons qualifiées d'arriérées possédaient des connaissances en astronomie, en énergie et en géométrie sacrée bien supérieures aux nôtres, alors qu'avons-nous encore mal compris, ou pire, enterré? Regardez comment les institutions traditionnelles traitent la recherche sur les pyramides. Toute découverte qui s'aligne sur l'histoire acceptée est célébrée et rendue publique. Mais celles qui remettent en cause le récit, supprimées, ignorées, discréditées. Lorsque des chercheurs indépendants font état d'anomalies énergétiques dans les pyramides, on se moque d'eux. Lorsque des explorateurs détectent des chambres souterraines ou des champs d'énergie, leur travail est rejeté sans examen. Et lorsque des textes anciens comme les tablettes d'émeraude font allusion à une science plus profonde, une physique spirituelle, leurs métaphores sont dépouillées, leur signification réduite, leur pouvoir neutralisé. Mais pourquoi une telle résistance? Parce que la vérité qui se cache derrière les pyramides ne se contente pas de réécrire l'histoire. Elle redéfinit ce que signifie être humain. Si les pyramides sont la preuve d'une civilisation mondiale qui comprenait l'énergie, la fréquence et la conscience, alors nous ne sommes pas l'apogée du progrès. Nous sommes les séquelles de l'oubli. Et les institutions qui profitent de notre déconnexion, de nous-mêmes, de notre passé, de notre potentiel, dépendent du maintien de cette vérité enfouie. La science moderne insiste sur le matérialisme. Si ce n'est pas mesurable, répétable et monnayable, ce n'est pas réel. Mais les anciens ne séparaient pas la science de l'esprit. Pour eux, l'énergie était sacrée. Les mathématiques étaient divines. L'architecture était le pont entre le visible et l'invisible. Entrer dans une pyramide, c'était entrer dans un lieu d'alignement, où la forme rencontrait la fonction, et où la géométrie devenait une porte vers d'autres états d'être.
ce n'est pas de la religion, c'est de la résonance. Notre compréhension de l'histoire comporte des couches de contrôle. Des couches qui nous apprennent à nous moquer de l'intuitif, à nous méfier du mystique et à rejeter le métaphysique. Et si la métaphysique était la racine? Et si la pyramide n'était pas seulement un artefact, mais un miroir qui nous montre tout ce que nous avons perdu et tout ce que nous portons encore en nous? Lorsque vous commencez à poser les questions interdites, lorsque vous commencez à remettre en question le récit, vous ne vous éveillez pas seulement à la vérité des pyramides, vous vous éveillez à la vérité de votre propre programmation. Vous voyez comment les systèmes de croyances sont façonnés, non seulement par les données, mais aussi par la conception. Et vous réalisez que la reconquête de votre pouvoir commence par la reconquête de votre perception. Parce qu'une fois que l'on voit les pyramides pour ce qu'elles sont vraiment, non pas des monuments aux morts, mais des technologies pour les vivants, on commence à comprendre ce qui a vraiment été enterré. Pas seulement l'histoire, mais la mémoire. La mémoire de ce que nous avons été et de qui nous pourrions être à nouveau. La pyramide est plus qu'un monument. C'est un message qui se tient tranquillement, depuis des milliers d'années, à l'abri des guerres, des tempêtes, de la montée et de la chute des empires. Il ne s'exprime pas par des mots, mais par une présence, par l'alignement, la forme et la fréquence. Et plus on l'observe, plus on comprend que cette structure n'a jamais été conçue pour être comprise uniquement par l'esprit. Elle a été conçue pour être ressentie par l'âme. Tout spiritualiste, tout chercheur de vérité, toute personne sur le chemin de l'éveil se doit de regarder au-delà des mythes, au-delà des notes de bas de page académiques, et de s'intéresser au pouvoir réel que ces structures détiennent encore. Car la pyramide n'est pas seulement une relique d'un monde ancien, c'est un plan de la réalité spirituelle. Elle cartographie non seulement les étoiles, mais aussi le moi. Elle détient la clé pour comprendre votre énergie, votre conscience, votre connexion à quelque chose de bien plus grand que ce que le monde moderne veut vous faire croire. Le triangle, la forme la plus stable de la géométrie, représente plus que l'équilibre physique. En termes spirituels, c'est la trinité qui existe en vous, le corps, l'âme et l'esprit. La base est votre fondement, ancré dans la terre. Le sommet est votre moi supérieur, qui pointe vers le cosmos. Le voyage de la base à la pointe est le chemin de tout chercheur, l'ascension vers la vérité, vers le souvenir, vers la lumière. La pyramide est un miroir non seulement de l'univers, mais aussi de vous-même. La spiritualité moderne s'appuie souvent sur des idées abstraites, vibration, manifestation, alignement, mais les anciens ne se sont pas contentés de parler de ces concepts. Ils les ont construits. Ils ont façonné la pierre pour refléter des vérités spirituelles qui pouvaient survivre au langage, à la traduction, voire à la civilisation elle-même. Lorsque vous comprenez cela, la méditation devient plus qu'une simple relaxation. Le travail sur la respiration devient plus qu'une pratique. Ils deviennent des outils d'alignement, tout comme la pyramide. Ils deviennent votre propre technologie intérieure, harmonisant votre fréquence avec cette géométrie sacrée. Et c'est ce que la pyramide enseigne. La spiritualité n'est pas quelque chose en quoi il faut croire, c'est quelque chose qu'il faut devenir. C'est de la physique, de la résonance, de l'intention, incarnée dans la forme. Il ne s'agit pas d'une fuite du corps ou de ce monde, mais d'un retour à une relation juste avec eux. Se souvenir que l'on est un être multidimensionnel capable d'accéder à plus que ce que l'on nous a dit, plus que ce que l'on nous a montré, plus que ce que l'on a osé imaginer. C'est pourquoi il est plus important que jamais, parce que le monde est rempli de distractions. Il déborde de bruit, d'urgence, de peur, mais la pyramide se tient dans le silence. Elle ne réclame pas l'attention, elle invite au souvenir. Et dans ce silence, elle nous rappelle ce que nous avons oublié dans le chaos de la vie moderne. L'éveil spirituel n'est pas une tendance du nouvel âge. C'est une science ancienne, une vérité intemporelle, un chemin sacré emprunté autrefois par ceux qui construisaient avec intention, vivaient avec conscience et considéraient l'âme non pas comme séparée du monde,
mais comme la raison même de son existence. Lorsque vous méditez à l'intérieur d'une pyramide, ou même sous une maquette de sa forme, il se passe quelque chose. Votre corps se détend, votre respiration ralentit et votre conscience commence à s'étirer. Vous n'êtes plus simplement assis dans une pièce. Vous entrez dans un champ. Une géométrie qui vous retient, vous aligne, vous amplifie. Et dans cet espace, vous réalisez quelque chose de profond. Ce n'est pas de l'imagination, c'est un souvenir. Vous avez déjà fait cela auparavant. Peut-être pas dans cette vie ou sous cette forme, mais votre âme s'en souvient. C'est pourquoi les spiritualistes doivent comprendre les pyramides, parce qu'il ne s'agit pas du passé, il ne s'agit pas de pierres et de pharaons, il s'agit de vous, votre énergie, votre évolution, votre reconnexion à ce qui est éternel et vrai. Il renferme la sagesse que tout chercheur recherche, à savoir que l'éveil n'est pas une destination, mais un processus qui a été encodé dans la pierre, non pas pour être vénéré, mais pour être activé. Et si vous n'explorez pas cela, si vous ne faites qu'effleurer la surface de votre pratique sans puiser dans les structures qui ont été littéralement construites pour élever votre vibration, alors il vous manque une pièce essentielle du puzzle. Une pièce qui ne se contente pas d'améliorer votre chemin, mais qui le change complètement. Nous ne sommes pas censés oublier. C'est ce que murmurent les pyramides lorsque vous vous tenez devant elles en silence. Nous n'étions pas censés perdre le langage des fréquences, les rituels d'alignement, la certitude profonde que l'univers est vivant et que nous sommes faits de la même substance. Mais quelque chose s'est produit. Au fil du temps, couche par couche, le sacré a été enterré sous les dogmes, les conquêtes, les distractions et la déconnexion. Les technologies spirituelles qui guidaient autrefois l'humanité ont été réduites à des mythes. Leurs significations ont été déformées, leurs fonctions rejetées. La pyramide n'a pas perdu son pouvoir. Nous avons perdu notre capacité à la voir, mais pas entièrement. Ce savoir vit toujours en vous. Il est présent dans l'attraction que vous ressentez lorsque vous voyez ces lignes parfaites se découper dans le ciel, dans la crainte silencieuse qui s'élève sans être provoquée en présence de pierres anciennes, dans l'instinct qui vous dit que ces structures ne sont pas seulement anciennes, elles sont vivantes, elles attendent, parce que la pyramide est plus qu'une forme. C'est le symbole de ce que nous étions et de ce que nous pouvons redevenir. Il ne s'agit pas de nostalgie, il ne s'agit pas de romantiser le passé ou de vénérer des monuments anciens. Il s'agit de prendre conscience de ce qui a été perdu et d'assumer la responsabilité de se souvenir. La pyramide n'appartient pas à l'Égypte ni à l'histoire. Elle appartient à l'âme humaine. C'est une carte, un miroir, une machine. Elle nous enseigne que la structure peut contenir de l'énergie, que la géométrie peut guider la conscience et que l'éveil spirituel n'est pas le fruit du hasard, mais d'une ingénierie. Il est construit intentionnellement, étape par étape, avec la conscience comme fondement. Lorsque nous disons récupérer la science perdue de l'âme, nous ne parlons pas de rituels ou de systèmes de croyances. Nous parlons d'un retour aux principes qui étaient autrefois si clairement compris qu'ils étaient gravés dans la pierre. L'harmonie, l'équilibre, vibration, alignement avec les étoiles, respect de la terre. Il ne s'agit pas d'idéaux abstraits, mais d'outils pratiques. Et la pyramide les a tous codés. Ce n'est pas seulement un objet de vénération. C'est un modèle, un appel à la reconstruction, non pas dans la pierre, mais en nous-mêmes. Vivre en accord avec ces principes, c'est vivre consciemment. C'est marcher en étant conscient de ses pensées, de son énergie, de son intention. C'est comprendre que tout ce que vous faites, pensez et ressentez résonne au-delà de votre peau, de votre vie, de votre moment. Il façonne la réalité. Et c'est la vérité la plus profonde que renferme la pyramide. Vous n'êtes pas séparé du cosmos. Vous en êtes l'expression. Et lorsque vous alignez votre vie sur cette vérité, quelque chose change. Vous arrêtez de courir après. Vous commencez à devenir. Vous n'avez pas besoin de vous rendre en Égypte pour l'activer. Il vous suffit de vous souvenir.
Créez chez vous un espace qui reflète l'énergie de la pyramide, simple, calme, intentionnel. Méditez sur sa forme. Étudiez ses mathématiques. Réfléchissez à ses enseignements. Laissez-la vous enseigner non seulement l'histoire, mais aussi votre propre potentiel. Car la vraie pyramide n'est pas à l'extérieur de vous. Elle est en vous. Elle est faite de discipline, de vision et de vérité. Chaque choix que vous faites est une pierre. Chaque respiration est un plan. Chaque acte de présence, une autre couche de votre structure sacrée. C'est l'évolution que les anciens ont évoquée, pas des machines ou des algorithmes, pas la fuite vers les étoiles, mais le voyage intérieur, le retour à la cohérence. Une civilisation qui se souvient comment vivre en harmonie avec les lois invisibles qui façonnent le monde visible. La pyramide devient alors une prophétie, un monument non pas à la mort, mais au devenir, un message gravé dans la géométrie. Réveillez-vous, s'alignez, s'élever. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez que cette connaissance est importante. Vous le ressentez. Mais il y a bien plus que ce que nous pouvons partager ici. Si vous n'êtes pas encore inscrit à notre lettre d'information gratuite Insights Academy, vous manquez les couches les plus profondes. Inscrivez-vous en utilisant le lien ci-dessous et recevez une copie numérique du Kybalion, une passerelle vers l'esprit hermétique qui a façonné cette sagesse, pour une durée limitée. Si le monde oublie à nouveau, les pyramides seront toujours là, silencieuses, observant, attendant ceux qui sont prêts à se souvenir. Parce que les plus grandes vérités ne peuvent pas être effacées, elles ne peuvent être que redécouvertes. Et c'est peut-être pour cela que vous êtes ici maintenant, pour vous réveiller, pas seulement pour vous, mais pour aider à reconstruire le nouveau monde qui se souvient de ce que l'ancien monde a oublié. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».